La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour, bienvenue à la Fondation Montréal Inc. Pour ce webinaire concernant la Bourse Plus. Avant toute chose, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire si vous nous entendez bien? Est-ce que ça a l'air de fonctionner? Je vois des gens qui se connectent, on est plusieurs. Est-ce qu'on arrive à voir si vous nous entendez? Est-ce que vous nous Oui, très voyez bien, aussi? génial, merci Baptiste. Super. Donc, on va poursuivre tout de suite. Puis là, si vous nous entendez pas bien, montez votre volume peut-être parce que ça semble fonctionner pour certains d'entre nous. Super. Donc, on est réunis par ce webinaire aujourd'hui pour vous parler de la Bourse Plus. Je m'appelle Laurie Marchand et je vous présente ma collègue. Oui. Et moi, c'est Nawel Hanani. Alors, bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour la séance, c'est une présentation de la Fondation Montréal Inc. Je propose également de vous faire un petit portrait, plutôt en fait vous présenter quelques entreprises soutenues par la Fondation. Également, on vous parlera de l'offre de la Fondation Montréal Inc., c'est-à-dire la bourse, oui, mais également tous les services d'accompagnement à la carte qu'on offre. On parlera évidemment des critères d'admissibilité et des critères de sélection. Et puis, plus techniquement également, comment soumettre sa candidature, quelques suggestions pour bien le faire. Et puis, on aura également une période de questions. Je vous invite également à poser vos questions au fur et à mesure là, quand elles concordent avec le sujet dont on parle, puis et encore plus si elle s'adresse de manière générale à tous les entrepreneurs. Si vous avez des questions plus pointues par rapport à votre projet spécifique à vous, vous êtes les bienvenus de les poser également. On tentera d'y répondre dans la période de questions. Donc, la Fondation existe depuis déjà plus de 20 ans. Elle a contribué à la création de plus de 900 entreprises et elle est financée à 80% par des fonds privés. Donc, vous pouvez voir, ce sont des entreprises de grande envergure qui croient en la mission aussi de la Fondation, d'aider les jeunes entrepreneurs. Exactement. Donc, ça fait un beau réseau pour la Fondation Montréal Inc. Un réseau également de 450 bénévoles d'affaires qui sont nos coachs, qui appuient également de manière plus physique, disons, les entrepreneurs. Et puis, la Fondation, c'est également une équipe dynamique de 10 personnes qui sont là au quotidien pour vous soutenir, puis soutenir votre réussite, en fait. Tout à fait. Donc, voilà quelques entreprises soutenues par la Fondation. Vous reconnaissez certainement certains logos parmi ceux-là. C'est vraiment un petit échantillon de tout ce qu'on a comme entreprise parce qu'on a contribué à 900 entreprises, mais vous voyez, on est dans tous les secteurs d'activité, mode, alimentation, technologie, jeux vidéo, culture, divertissement, on a des meubles, donc manufacturiers. On est vraiment dans tous les secteurs d'activité. C'est pas un prérequis d'être en technologie ou quoi que ce soit. On est vraiment très, très diversifié. Très, très diversifié. Donc, l'offre de la Fondation Montréal Inc., c'est évidemment la bourse. Une bourse entre 5 000 et 30 000 $ pour un total de 700 000 $ par année. On prend pas de participation dans votre entreprise. C'est vraiment une bourse, c'est à vous. On ne demande pas de remboursement, c'est cadeau. Tirez-en profit. Et puis, juste de préciser, le 700 000, c'est vraiment distribué sur les différentes entreprises. Oui, tout à fait. À qui on donne la bourse, c'est pas 700 000 qu'on donne par projet. C'est ça. Donc, on a environ une cinquantaine d'entreprises qui obtiennent la bourse annuellement. Et puis, le 5 à 30 000 $ correspond à un maximum de 25% des besoins en démarrage pour la première année. Donc, l'offre de la Fondation, c'est également aussi accès à notre réseau d'affaires VIP dont je vous parlais un petit peu plus tôt. On vous ouvre les portes à tous ces gens qui sont là pour vous appuyer. C'est également de la visibilité auprès de cette communauté d'affaires-là qui est très, très réceptive aux entreprises qu'on soutient et également de la visibilité auprès des médias. On a des très bonnes relations avec les médias, donc on vous en fait bénéficier également.
Et puis, c'est également tous les services d'accompagnement gratuits à la carte, à vie, Oui. dont on va vous parler. Exactement. Tant que l'entreprise existe. C'est ça, tant que l'entreprise existe, les lauréats de la Fondation ont accès à ces services-là. Alors, au niveau des services, on a 2 cas de figure. On a ce qu'on appelle les lauréats, donc c'est les entrepreneurs qui vont être sélectionnés pour recevoir une bourse et les services. Et on a aussi ce qu'on appelle les promoteurs, c'est les entrepreneurs qui n'ont pas été sélectionnés à la première étape pour une bourse, mais en qui on voit un fort potentiel de croissance. Et le projet n'est pas encore tout à fait prêt à être sur le marché, à être commercialisé. Donc, on donne un accès à 12 mois à notre zone service avec la chance de revenir pour redéposer la demande de la bourse. Donc, pour les services, on parle bien évidemment pour les lauréats, en plus de la bourse, c'est tout ce qui est coaching, speed coaching, formation et ateliers thématiques. On parle de connexion d'affaires, donc ça, c'est une des grandes forces, en fait, de la Fondation. Vu notre réseau de contacts, c'est vous ouvrir les portes, en fait, aux entrepreneurs pour valider peut-être une opportunité d'affaires, valider l'adéquation produit-marché, voir s'il y aurait une collaboration à faire avec certains partenaires. Il y a des groupes de co-développement, donc c'est ce qu'on appelle le coaching entre pairs, et aussi du soutien à la recherche de financement. Donc ça, c'est notre offre de service en général. Donc maintenant, en ce qui concerne les critères, si vous êtes présent au webinaire, c'est vraiment pour savoir comment déposer, est-ce que vous êtes ou pas admissible? Alors, sachez que d'abord, on a un critère d'âge qui est 18-35 ans, c'est notre premier critère. Et pour ceux, en fait, qui sont admissibles, doivent avoir au moins 50% du contrôle de l'entreprise. On regarde aussi, en fait, l'élément d'être à temps plein dans l'entreprise. Donc, on sait que se consacrer à temps plein apporte plus de résultats et de performances au projet. Donc, le prochain aussi critère, c'est de résider dans le Grand Montréal. Alors, le Grand Montréal, ça c'est une nouveauté en fait. Le Grand Montréal, on parle de la rive nord et la rive sud. Cependant, il faut que le projet soit sur l'île de Montréal. Le siège social. Le siège social. Et puis, si vous voulez voir vraiment la carte de ce qu'on veut dire par le Grand Montréal, vous pouvez aller sur notre site web. On a un lien cliquable, puis vous voyez tout de suite si ça concorde. Super. Donc, on parle aussi de la citoyenneté, donc autant citoyen canadien résident permanent ou avoir le certificat de sélection du Québec. Et finalement, être en phase de démarrage. Alors, pour nous, en phase de démarrage, c'est être en phase de pré-commercialisation ou être en commercialisation, donc et non pas en phase de R&D. Donc, il faut que le produit ou le service soit vraiment prêt à être lancé sur le marché ou vous avez déjà commencé certaines ventes, mais en grand, on regarde en fait un délai de 12 mois, donc pas plus de 12 mois en termes de démarrage de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qui concerne les critères d'admissibilité. Si vous êtes admissible, vous pouvez en fait aller plus loin dans la démarche. Et à ce moment-là, ce qu'on regarde dans le projet une fois que vous le déposez en termes d'évaluation, on regarde les critères suivants. Le premier, c'est l'innovation. Alors pour nous, c'est vraiment un critère qui fait en sorte que le projet va continuer le processus d'évaluation ou pas. Alors quand on parle d'innovation, on parle de innovation autant en termes de produits ou services, mais aussi ça peut toucher le processus de production, ça peut toucher la stratégie marketing, ça peut toucher les matières premières que vous utilisez. Donc, c'est vraiment de l'innovation dans le modèle d'affaires. Donc, comment vous répondez à une problématique ou un besoin sur le marché d'une façon innovante. Donc, et quand on parle d'innovation, c'est pas nécessairement juste technologique. Donc encore là, vu les projets qu'on a soutenus, c'est vraiment multisectoriel. Le deuxième critère qu'on regarde, c'est le potentiel de création d'emplois. Alors ça, c'est important. On regarde d'ici 3 à 5 ans si le projet est en mesure de créer des emplois à temps plein en fait dans le domaine. Potentiel de croissance, ça c'est un autre critère aussi, c'est en termes de est-ce que le projet ou l'équipe
a de l'ambition pour amener le projet à une plus grande échelle, c'est-à-dire un projet, est-ce qu'il veut rester au niveau local? Si on prend l'exemple d'une épicerie, est-ce qu'elle compte juste rester dans un arrondissement, un quartier en particulier, ou est-ce que l'équipe a aussi l'ambition d'ouvrir, par exemple, des franchises, d'ouvrir d'autres points de vente ailleurs à travers le Québec ou le Canada. Donc, le potentiel de croissance aussi, c'est quelque chose qu'on mesure. Puis ça peut être également par rapport à un produit. Donc, si vous vendez en ligne, évidemment, mais vous pouvez vendre à l'international assez facilement. Mais est-ce que vous prévoyez avoir des filiales à l'étranger aussi? Ça, c'est quelque chose qu'on veut savoir. Donc, c'est à vous de bien spécifier quelle est votre vision là, de votre Et ça, c'est vraiment, ça change d'un projet à un autre. Donc, ça, c'est quelques exemples qu'on vous nomme. Mais bien évidemment, le potentiel de croissance, il diffère d'un modèle d'affaires à un autre. Bien évidemment, sans une équipe, il n'y a pas de projet. Donc, le profil d'entrepreneur, c'est un élément très important qu'on mesure. Et là, on regarde notamment l'expérience, la formation de l'équipe face au projet, mais également la complémentarité de l'équipe dans le partage en fait des responsabilités, des forces pour bien réaliser le projet. Mais puis si je peux me permettre, c'est également votre entourage. Là. Donc, si vous avez un mentor qui s'appelle Alexandre Taillefer, par exemple, cachez-nous-le surtout pas. On serait bien content de savoir qui sont les professionnels qui vous aident. Tout à fait. Donc, l'entrepreneur, c'est pas juste l'équipe entre vous, c'est également votre entourage. Donc, effectivement, si vous recevez de l'aide de d'autres organisations dans l'écosystème ou ailleurs, à l'international, donc de les mentionner. Certains entrepreneurs viennent en ayant déjà, par exemple, reçu de l'aide d'un accélérateur à l'étranger. Donc, ça, c'est des éléments aussi à mettre de l'avant dans votre plan d'affaires. Les deux derniers éléments, c'est le marché. Donc, on regarde, en fait, si vous avez bien couvert en fait l'analyse du marché, autant l'analyse de la concurrence, comment vous positionnez aussi sur le marché, et surtout quelle est votre stratégie de mise en marché. Donc, on a bien répondu à un besoin, on a une solution. Comment vous comptez l'amener et la faire connaître auprès de vos clients potentiels? Est-ce que c'est bon pour ça? J'ai eu deux petites questions. Oui. On a une première question concernant le nombre d'emplois à créer. On nous demande, Sergio nous demande, c'est quoi l'échelle de grandeur qui est intéressante pour nous? En fait, tout dépend en fait du projet. C'est pas une réponse qui va être fixe par rapport à tous les projets. Ça dépend de votre domaine, ça dépend de vos enjeux et la nécessité aussi de créer des emplois à temps plein dans l'entreprise. Il y en a ils vont créer 2, 3 employés, il y en a que ça va être 10, 20, ça dépend vraiment du projet. Donc, il n'y a pas une réponse fixe à cette question-là, mais le plus important pour nous, c'est de voir que vous n'êtes pas un travailleur autonome, vous restez pas seul dans le projet et vous avez en fait l'ambition, vous êtes là pour créer une entreprise. Donc, une entreprise qui crée des activités économiques à forte valeur ajoutée et qui crée de l'emploi. Donc, pour l'emploi, j'ai pas une réponse précise, 2 ou 3, mais dites-nous la vérité, en fait. Dites-nous comment vous voyez ça. Exactement. Donc, c'est pas une réponse magique pour gagner plus de points, malheureusement. Bon, Sergio nous dit que c'était très clair. Super. Génial. Puis, on a une autre question un peu dans la même lignée. Daniela qui nous demande s'il faut nécessairement avoir une équipe pour présenter une demande. La plupart, en fait, de nos projets, c'est une équipe qui vient présenter le projet, mais vous n'êtes pas obligé d'être déjà, dès le départ, en équipe. Si vous venez seul, il faut démontrer que vous avez vraiment l'intention de créer de l'emploi. Donc là, c'est très important que votre modèle d'affaires, c'est pas un modèle d'affaires d'un consultant ou quelqu'un qui va mener son projet tout seul. Donc ça, c'est dans le cas où vous venez à présenter le projet tout seul. Est-ce que ça répond bien à votre question, Daniela? Oui, elle écrit merci. Super, génial. Puis elle avait une autre question par rapport au siège social de l'entreprise, considérant qu'elle travaille parfois de la maison, parfois de certains espaces de coworking. Là, en fait, c'est l'adresse officielle de l'entreprise. Elle est où? C'est ça qu'on va regarder. Mais aussi, c'est pas une question juste d'avoir une adresse quelque part. C'est aussi où est-ce que la majorité de vos activités se passent.
Donc, si oui, là pour le moment, d'après ce que je comprends, vous êtes toute seule, donc vous êtes travailleur autonome. Donc, ça serait de voir en fait comment que le projet s'insère dans une dimension déjà d'entrepreneur. Et deux, par rapport au siège social, où est-ce que vos opérations vont se tenir. Donc, en sachant que oui, vous allez vous déplacer dans des espaces de coworking ou autres, mais où est-ce que vos opérations, la majorité de vos opérations vont se passer. C'est ça, en fait, sur quoi on va se baser. Et puis, une autre question, on nous demande si l'entreprise arrive à son premier anniversaire, est-ce que c'est toujours possible de faire la demande? Oui, alors en fait, ça, ce que on a besoin de préciser par rapport à la première année d'opération de l'entreprise, c'est pas une entreprise qui a été enregistrée ou incorporée il y a 1 an et que là, sa date d'anniversaire, c'est en lien avec la date d'enregistrement ou d'incorporation. Pour nous, une année, 12 mois d'opération, c'est 12 mois de vente récurrente. Et significative, parce que vous auriez pu être en R&D, faire des petites ventes, des petits tests ici et là, puis on le considère pas vraiment. Donc, des ventes significatives et récurrentes. Et récurrentes. Dans la dernière année. Donc, est-ce que ça répond à votre question? On a un petit délai pour avoir une réponse, mais oui et non. Donc, alors, Joanne, peut-être que vous pouvez nous contacter à ce moment-là directement après le webinaire pour qu'on puisse répondre, vous poser quelques questions par rapport à votre situation. Oui, parce que d'une façon, d'un projet à l'autre, on s'entend que les critères sont différents. Exactement. Puis, par exemple, les gens en développement de jeux vidéo ont une phase de R&D beaucoup plus longue et de commercialisation beaucoup plus longue qu'on peut prendre en considération. Tout à fait. Donc, Joanne, n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler directement après. Alors, et le dernier point par rapport aux critères d'évaluation, c'est le réalisme du projet. Alors, réalisme du projet, ça, c'est toute la partie financière, en fait. Donc, on regarde aussi, est-ce que les ventes sont surestimées, par exemple? Est-ce que le processus opérationnel vient en aide par rapport à la réalisation du projet? Est-ce que vous êtes bien équipé en termes de ressources autant matérielles qu'informationnelles, que RH, etc., pour mener à bien votre projet? Donc, ça, on va mesurer cet élément aussi dans l'analyse du projet. On pourra passer au prochain point. Donc, ici, on parle notamment des exclusions, donc des projets qui ne sont pas admissibles. On vient de parler il y a quelques minutes de travailleurs autonomes et aussi les étudiants à temps plein au moment du démarrage de l'entreprise. Donc, si vous êtes à la fin de votre processus, de votre cursus universitaire, par exemple, il vous reste 2 ou 3 semaines avant de terminer, vous êtes en mesure, en fait, de déposer la demande. Nous, là où on exige d'être à temps plein, c'est au moment de la réponse. La réception de la réponse. Admettons que vous étiez accepté pour recevoir une bourse. À partir du moment où vous avez reçu la réponse, il faut se consacrer à temps plein dans l'entreprise pour recevoir la bourse. Les autres projets qui sont exclus, on parle de tout projet à but non lucratif. Alors, on est plutôt vraiment dans une option d'entreprise lucrative. OSBL ne sont pas financés par la Fondation Montréal Inc. Projet à caractère sexuel, religieux ou politique, drogue récréative, bar ou discothèque, projet étudiant, donc on a fait référence au projet à temps plein comme étudiant, projet R&D. Et finalement, en fait, tous les projets qui ont été refusés une première fois à la Fondation ne peuvent pas revenir pour déposer une nouvelle demande avec le même projet. Vous pouvez revenir avec un nouveau projet, mais pas avec le même s'il a été refusé. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande en fait de joindre à votre demande de bourse ici à Montréal Inc? Alors, un plan d'affaires. Je pense que vous êtes bien familier avec ce document-là. CV de l'équipe, donc pour voir un petit peu votre parcours et votre complémentarité. Sommaire financier et le bilan financier personnel, ça c'est 2 documents qu'on vous met en fait à votre disposition. Il y a un gabarit sur notre site, sur la page de Bourse Plus. Je les ai également mis dans le webinaire, fait que c'est des documents que vous pouvez trouver vraiment à 2 clics. Voilà, super. Donc, c'est des gabarits, en fait, qu'on vous offre pour vous permettre, en fait, de synthétiser l'information financière sur le projet et sur vous, sur ces 2 documents-là. Les états prévisionnels sur 3 ans qui accompagnent le plan d'affaires et finalement, les annexes, si vous jugez que c'est pertinent. Ça, c'est les annexes pour venir compléter des informations que vous n'avez pas mis nécessairement dans le cœur du plan d'affaires.
Et puis, on m'a souvent demandé si on avait un modèle de plan d'affaires qu'on préférait, mais en fait, c'est vraiment Non. à votre guise, Tout à fait. selon ce qui est pertinent pour vous, Mm. selon votre projet, mais il y a plusieurs modèles qui existent en ligne que vous Tout à fait. Donc, on veut pas nécessairement vous obliger à suivre un modèle en particulier. Donc, on vous laisse vraiment libre de choisir le modèle qui vous convient. Sachez, par exemple, qu'à cette étape, en fait, on n'accepte pas le BMC, le Business Model Canvas, comme document pour évaluer votre projet, mais c'est quelque chose que vous pouvez joindre en annexe à votre plan d'affaires sans problème. Donc, maintenant, on disait qu'il n'y a pas de modèle ou gabarit qu'on propose pour le plan d'affaires. Par contre, on vous propose en fait d'inclure les éléments suivants dans votre plan d'affaires pour que on puisse l'évaluer. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de faire ressortir d'abord tout ce qui est en fait besoin-solution. Donc, souvent, ce qu'on voit, c'est que les entrepreneurs vont présenter rapidement et longuement la partie service au produit, mais sans s'attarder sur quel besoin ou quelle problématique à laquelle ils s'attaquent. Donc ça, c'est important de le faire ressortir rapidement dans le document avec la solution que vous offrez. Toute la partie, en fait, qui touche l'étude de marché comme telle. Donc, on parle du marché macro. Donc, donner une idée générale, les tendances générales par rapport à votre milieu. Et puis, d'aller vraiment au niveau micro, quand ça touche votre segment et votre niche de marché, de donner des statistiques, d'amener les acteurs principaux qui sont dans votre milieu. La partie concurrence, on l'a mentionné tout à l'heure, mais là, ici, on parle vraiment de la concurrence autant directe que indirecte et comment vous vous positionnez dans le marché. C'est ça à quoi ça sert en fait l'analyse de la concurrence pour faire ressortir le positionnement et la cible que vous aimeriez, à qui vous aimeriez offrir votre solution ou les cibles, dépendamment de votre modèle d'affaires. Nécessairement une validation de marché? Idéalement, oui. Dans l'étude de marché, on parle autant de données primaires que de données secondaires. Donc, c'est très important, oui, de valider vos hypothèses par des données, des statistiques, par des études qui sont effectuées, que vous trouvez en ligne, mais également par des résultats que vous avez recueillis directement auprès de votre clientèle. Donc, ça amène toute une différence dans un projet d'affaires. Effectivement, ça, c'est la partie validation de marché à laquelle on donne quand même beaucoup de valeur. Et puis sinon, un persona aussi, ça peut être toujours très intéressant. Comme ça, on a une bonne idée de qui s'adresse. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est très, très important de bien nommer, en fait, de bien décrire les différents segments de marché que vous aimeriez cibler, mais d'une façon un peu plus détaillée pour qu'on puisse voir un petit peu à qui vous vous adressez. Est-ce que vous connaissez assez votre clientèle cible? Stratégie de mise en marché. Donc, bien évidemment, maintenant que vous connaissez votre clientèle, vous avez identifié le besoin et la solution, comment vous comptez leur offrir cette solution et les joindre. Et bien évidemment, toute la partie financière dont on vient de parler il y a quelques minutes. Donc, le modèle de revenu, quels sont vos coûts de démarrage pour la première année, quelles sont les différentes sources de financement que vous comptez aller chercher pour couvrir ces besoins-là. Bien évidemment, quand on parle de sources de financement, on parle aussi de votre investissement personnel. Donc, ça aussi, il faut bien le démontrer que vous êtes prêt à prendre un risque en vous lançant dans ce projet-là. Donc, votre part d'investissement personnel versus les différentes sources. Est-ce qu'elles sont confirmées ou pas? Donc, c'est important de le mentionner. Ça, vous pouvez le mentionner dans le sommaire financier. Et à quelle hauteur, quel montant qui a été confirmé. Et aussi, donc, de bien décrire, en fait, le profil de votre équipe et l'entourage, comme ce qu'on a mentionné. Finalement, donnez-nous des informations sur où est-ce que vous êtes rendu. Qu'est-ce que vous avez réalisé et où est-ce que vous êtes rendu avec le projet? Si vous avez déjà contacté tant de clients, vous avez déjà fait tant de ventes, vous avez tant de contrats de signés, c'est important de le mentionner. Si vous avez dépassé la partie validation du marché, vous avez votre MVP, vous avez fait un sondage auprès de certains clients, vous étiez déjà sur d'autres marchés, peut-être à l'international, pour valider l'opportunité,
donnez-nous des nouvelles, mettez-le à jour, en fait, votre plan d'affaires. Donc, si vous êtes en train de faire des demandes ailleurs, mettez à jour ce document quand vous allez le déposer à la Fondation pour qu'on puisse vraiment vous suivre avec des informations récentes. On a des questions, évidemment, hein, cette partie Super. soulève toujours des questions. On a Émilie qui nous demande si un sondage ciblant précisément la clientèle cible a été réalisé. Est-ce que ça suffit comme méthode pour faire valider notre marché? Ça peut être une méthode parmi d'autres. Ça dépend de le nombre de votre clientèle que vous ciblez. Si on parle d'un B2C versus un B2B, un B2C, bien évidemment, l'échantillon, il va être plus important versus le B2B où là, vous serez peut-être dans un focus group. Donc, ces résultats-là, effectivement, vous pouvez les mettre d'une façon sommaire dans le plan d'affaires et vous pouvez mettre le questionnaire avec les résultats plus en détail en annexe. Est-ce que ça répond à votre question, Émilie? On va lui donner. Oui, super. Okay. Génial. On nous demande également si l'entreprise doit déjà être enregistrée au moment de soumettre une demande pour la bourse. C'est pas un critère qu'on exige. Bien évidemment, on va valider si l'entreprise existe au registre des entreprises du Québec. Je pense que c'est les minimums, en fait, à avoir quand même si c'est pas quelque chose qu'on exige, mais ça démontre le sérieux aussi de l'équipe quand l'entreprise est enregistrée ou déjà incorporée au moment du dépôt de la demande. Excellent. Et puis, je crois que j'avais une autre petite question. Est-ce que, par exemple, dans le cas d'une entreprise où ce serait 4 fondateurs, est-ce que tout le monde doit être à temps plein au moment de demander une demande pour la bourse ou on pourrait être plus flexible là-dessus? Non, pas tous, bien évidemment. On est aussi conscient de la réalité d'un entrepreneur dans la première, deuxième année. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va exiger de toute l'équipe, mais dépendamment du rôle de chacun, au moins d'avoir 2 personnes peut-être qui sont à temps plein. On est bien conscient aussi que le temps plein, il peut être, admettons, ça dépend, c'est des 60 heures, des 70 heures, des 50 heures, dépendamment de la réalité de chacun. En fait, le plus important, c'est que l'équipe puisse avoir un focus sur le projet pour l'amener vers le succès. Donc, s'il y a 2 personnes déjà dans l'équipe sur 4, je donne un exemple, c'est déjà un bon départ au moment du dépôt. Et puis, on a une autre question en ce qui concerne le sommaire financier, et concernant plus précisément les immobilisations tangibles. Si, par exemple, il y a de l'équipement qui est informatique, qui est peut-être usagé, est-ce qu'on mentionne la valeur réelle d'aujourd'hui ou on met la valeur? Oui, tout à fait. En fait, on parle de la valeur actuelle. Donc, tout ce que vous allez transférer comme actif à l'entreprise, que vous allez utiliser dans le cadre de votre entreprise, mettez la valeur actuelle et non pas la valeur de l'achat. Mettez-nous des chiffres qui sont réels, qui sont tangibles, parce que si ça a l'air complètement farfelu, votre projet, on va s'en rendre compte. Et puis, en même temps, mettez-nous tout, parce que n'oubliez pas que c'est 25% des coûts de démarrage la première année. Donc, si vous mettez pas tous vos coûts en vous disant, ils vont penser que mon coût de démarrage est pas très haut, fait que ça va fonctionner mon projet. C'est pas exactement comme ça qu'il faut le voir. Il faut vraiment bien détailler tout puis être réaliste. Oui, puis surtout réaliste, en fait. Surtout réaliste en fonction de votre modèle d'affaires. Donc, ça sert à rien de gonfler les chiffres parce que ça va pas nécessairement vous donner le maximum de la bourse. Puis ça sert à rien non plus de sous-estimer vos coûts parce que ça va avoir aussi un impact sur les sources de financement que vous allez les chercher. Donc, c'est important de bien mesurer ça. Bien évidemment, c'est des prévisions, donc ça va changer avec l'évolution de votre projet. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on va regarder avec vous parce que dans le processus, au moment du dépôt, vous n'êtes pas laissé par vous-même pour rencontrer le jury, mais vous allez rencontrer déjà un conseiller au départ qui va regarder
toutes les parties du plan d'affaires avec vous, qui va vous challenger par rapport à certaines parties, poser pas mal de questions pour valider certaines choses, mais qui va aussi être là pour vous aider à préparer votre présentation devant le jury. Là, je parle pour ceux qui vont être, pour les projets qui vont être présélectionnés dans le processus, parce que bien évidemment, c'est pas tous les projets qui vont être reçus devant un jury pour faire le pitch. Et on a une autre question concernant l'aide financière. Est-ce que on mentionne si on a reçu d'autres aides financières? Tout à fait, tout à fait. C'est très, très, très important de le mentionner, notamment dans le sommaire financier. Vous allez voir, en fait, si vous l'ouvrez, vous avez une partie qui touche tout ce qui est ratio, qui résume puis ça vient de vos prévisions financières. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on vous demande. Et puis vous avez une partie sur vos coûts et une dernière partie sur les différentes sources de financement et on vous demande si ça a été confirmé ou pas. Donc, c'est très important de mettre le oui sur les différentes sources avec le montant qui a été confirmé. Et ça a un impact par la suite. En fait, on va vous demander une confirmation pour ceux qui vont être acceptés, une confirmation de ces sources-là. Donc, juste tenez ça en compte que si vous mettez oui, on va vous demander une preuve par la suite. Puis en fait, on le voit aussi, on se dit pas que vous avez moins besoin de financement parce que quelqu'un vous aide déjà. Au contraire, on le voit comme un levier. Mm-hmm. Donc c'est bénéfique pour vous de nous mentionner votre financement déjà confirmé. Tout à fait. En fait, ça aussi c'est rassurant parce qu'il y a un partage de risques entre différentes organisations, différents bailleurs de fonds, disons, mais aussi ça nous démontre que vous êtes prêt à passer à la commercialisation, en fait, que vous êtes prêt à être sur le marché. Exactement. On a également une question concernant le besoin en financement, mais qui est plutôt pour le développement d'un nouveau produit que le démarrage d'une entreprise. Alors, ça, c'est en fait, nous, on regarde l'entreprise et non pas le produit. Alors, si l'entreprise existe depuis plus de 12 mois, qu'elle a déjà enregistré des ventes récurrentes, significatives, plus que 12 mois, et que là, vous êtes, admettons, la 2e ou 3e année et vous créez un nouveau produit, malheureusement, vous pouvez pas faire la demande pour ce produit-là parce que c'est une phase de croissance. L'entreprise n'est plus en stade de démarrage pour nous. Donc, ça, c'est très important, sauf si le projet ou le produit dont vous faites mention fait l'objet d'une autre entreprise. Pour une raison X qui tient et que vous avez en fait à séparer les deux activités, les deux entités. À ce moment, vous pouvez faire une demande pour l'autre volet qui est une entité en soi et non pas un produit parmi d'autres de l'entreprise existante. On a un bel exemple d'ailleurs qui est celui d'Alvéole qui est dans la production de miel sur les toits des entreprises montréalaises, en fait un peu partout, puis qui ont maintenant le volet Poc Poc qui est les poulaillers urbains. Donc eux ont vraiment deux produits distincts, séparés, qui évidemment il y a une certaine logique et des valeurs qui sont communes, mais les projets sont tout à fait distincts. Exactement. Ça nécessite deux entreprises différentes. Exactement. Est-ce que ça répond bien à votre question? Oui, bon, génial. Super. Puis on a une autre question par rapport au ratio minimal exigé quant au capital investi par chacun des fondateurs. On n'a pas un ratio minimal ou maximal qu'on exige, mais on regarde en fait, c'est toujours par rapport à la hauteur de votre investissement et à la hauteur du coût du projet. Donc, si quelqu'un nous dit que j'ai besoin de 500 000 pour démarrer l'entreprise, puis il met juste 5 000 $ sur le projet, ben là, ça nous dit qu'il prend pas assez de risques ou il investit pas assez ou il croit pas en fait assez dans son projet. Donc, c'est vraiment à la hauteur. En général, si on regarde dans le milieu financier, on va souvent parler d'un pourcentage de 20 à 30% comme investissement personnel des entrepreneurs dans un projet. Donc, ça, c'est pour vous donner une petite idée. Super. Je pense qu'on a répondu à plusieurs questions. S'il y en a d'autres, on y reviendra là, évidemment, durant la période de questions. N'hésitez pas.
Alors, juste pour vous donner quelques suggestions par rapport au plan d'affaires. Ça, c'est par rapport à notre expérience, on en voit plusieurs par année. Donc, un plan d'affaires, on suggère en fait entre 30 à 50 pages hors annexe. Un plan d'affaires de 3 pages, c'est pas un plan d'affaires pour nous, parce qu'on ne demande pas un sommaire exécutif, mais plutôt un plan d'affaires assez détaillé. Mais 50 pages maximum. Vous pouvez utiliser les annexes, comme je disais, pour vraiment de l'information complémentaire. Si le projet, c'est un projet technique ou qui suscite une certaine compréhension de certains éléments dans le projet, on vous suggère de mettre du visuel. Donc, n'hésitez pas. Souvent, on pense que le plan d'affaires, c'est que du texte. Non, vous pouvez mettre vraiment du visuel, des schémas, etc. Si vous avez une vidéo, mettez-la. Absolument. Donc, ça facilite aussi la compréhension, ça rend agréable la lecture du plan d'affaires. Donc, ça, c'est à tenir en compte. En fait, mettez-vous dans la peau de celui qui lit, qui ne connaît pas votre projet. Rendez-lui la lecture agréable pour qu'il puisse se rendre jusqu'à la fin. Notre équipe de conseillers est assez chevronnée puis assez complète et experte dans plusieurs points, plusieurs secteurs d'activité, mais en même temps, on peut pas être pointu dans chacun des secteurs d'activité. Donc, soyez très clair, soyez très précis et parlez, expliquez-nous ça comme vous l'expliqueriez à quelqu'un qui connaît pas du tout le Exactement. Sujet. Sortez en fait aussi, faites de votre étude de marché notamment, faites ressortir les faits saillants. Qu'est-ce que vous voulez que le lecteur retienne de votre analyse de la concurrence, de votre analyse PESTEL, etc. Donc là, on est dans des outils qui sont assez connus pour faire le plan d'affaires, mais juste pour dire, vous, qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous voulez que le lecteur retienne de votre projet, et ne vous perdez pas dans beaucoup d'informations théoriques dans le plan d'affaires. Soyez vraiment le plus pratico-pratique. Évitez en fait des répétitions, faites en sorte que s'il y a une information que vous avez mentionnée quelque part, soit de faire de liens vers cette information-là, ou de vraiment de respecter les différentes parties, le contenu de différentes parties. Et puis si vous êtes confortable avec écrire en anglais, soyez à l'aise de nous déposer aussi un plan d'affaires en anglais. On est bilingue ici, donc tout français-anglais, soyez bien à l'aise. Alors, s'il n'y a pas de questions là-dessus, on pourra passer à la prochaine. Alors, ici, en fait, c'est plutôt, on va y aller rapidement. C'est notre processus, en fait, de dépôt de candidature. C'est plutôt les différentes étapes par lesquelles un entrepreneur passe quand il dépose une demande de bourse à la Fondation Montréal Inc. Sachez que en tout, on parle de 8 à 9 semaines entre le moment de déposer une demande jusqu'au moment de recevoir une réponse. Il y a en fait 2 cas de figure, soit que le projet va être présélectionné pour passer toutes les autres étapes en évaluation, rencontrer le jury. À ce moment-là, on parle de 8 à 9 semaines en tout. Le deuxième cas de figure, ça c'est quand les projets ne vont pas passer l'étape de la présélection, qui est une étape qui se fait à l'interne toujours. Si cette étape-là n'est pas franchise, alors à ce moment-là, vous allez recevoir en fait des nouvelles au bout de 3 ou 4 semaines, ou disons 5 semaines grosso modo, si le projet a été retenu pour poursuivre ou pas. Et puis, il faut dire que les projets qui ne seront pas retenus à cette étape-là du processus de sélection seront des projets qui ne rencontrent pas nos critères d'admissibilité ou qui n'ont pas un caractère innovant. Tout à fait. C'est vraiment au niveau des critères d'admissibilité puis l'innovation et le potentiel d'emploi qui sont vraiment des critères éliminatoires, disons. Et le reste, en fait, ça vient en deuxième temps où on rentre beaucoup plus dans le détail dans l'analyse. Donc, comme vous pouvez voir, il y a la partie présélection des candidatures qui se fait par les conseillers ici à l'interne. Il y a deux cas, soit que vous allez avoir un appel pour que vous rencontriez le conseiller et poursuivre. Il va vous aider à préparer votre demande. Ou vous allez recevoir des nouvelles de nous quand même si le projet n'a pas été retenu pour la suite. Si le projet est retenu, il y a une entrevue qui se fait avec le jury.
Puis à ce moment-là, vous êtes toujours en fait accompagné par le conseiller pour vous préparer dans cette démarche-là, autant par rapport à votre plan d'affaires que par rapport au pitch. Et finalement, et à la décision, on vous revient avec une décision finale. Si oui, le projet a été sélectionné comme lauréat, si et pour quel montant, si le projet a été plutôt accepté pour la zone des services de 12 semaines, ou le projet a été refusé. Donc, il y a trois décisions, une des trois décisions qu'on prend. Ça va à ce niveau-là. Donc, quand soumettre, vous avez en fait 2 prochaines dates. Oui, c'est 3 rondes de sélection par année. Il y a déjà la première qui est terminée et puis dont on saura les résultats dans les prochains jours. La prochaine étant le 27 avril. Et puis ensuite de ça, il y en a une le 5 octobre. Exactement. Donc, prenez bien note de ces dates-là. Si vous voyez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt ou prête à déposer pour le 27 avril, sachez que vous avez une autre chance le 5 octobre et on a toujours en fait un kit préparatoire. Donc, autant le webinaire comme aujourd'hui, il y a la séance d'information. À ce moment-là, c'est dans nos bureaux. Ça vous permet de rencontrer aussi une partie de l'équipe. Et finalement, la clinique conseil où on offre un 30 minutes de coaching sur le plan d'affaires et vos prévisions financières pour vous aider vraiment à prendre une décision, à savoir, êtes-vous prêt à déposer pour la prochaine cohorte ou la prochaine ronde? Sinon, qu'est-ce qui vous manque? Quels éléments vous pouvez améliorer, peaufiner pour que vous soyez prêt au dépôt de votre demande? Et puis, par rapport à la séance d'information, le contenu qui va être présenté, ça va être relativement similaire au webinaire. Donc, évidemment, vous aurez peut-être la chance de parler en personne avec quelqu'un de votre projet spécifique après la présentation. Par contre, ce sera le contenu sensiblement le même. Puis, vous pouvez évidemment aujourd'hui nous poser vos questions, puis quelqu'un y répondra. Si on n'a pas le temps de le faire durant cette présentation-ci, durant le webinaire, on va quand même y répondre par courriel par la suite, ou si c'est plus pointu, peut-être que ça mérite pas qu'on prenne le temps en groupe avec tout le monde d'y répondre, mais on y répondra certainement par courriel sans problème. Tout à fait. Alors, pour nous joindre, comme Joanne tout à l'heure qui avait une question, donc vous pouvez, voici mes coordonnées pour me joindre ou pour joindre quelqu'un d'autre de l'équipe. On est vraiment accessible, donc n'hésitez pas. Et puis, au moment de votre dépôt, vous allez sûrement rencontrer 2 personnes ici, donc Denis ou Marcos, qui vont vous accompagner dans votre processus ici d'évaluation de projet. Alors, pour soumettre votre candidature, il n'y a pas plus simple. Donc, vous allez sur notre site internet montrealinc.ca. Dans la section bourse, vous allez avoir en fait toute l'information, les documents et le lien qui va vous amener vers la création d'un compte en ligne. Et vous pouvez commencer déjà à déposer vos documents, même si en date d'aujourd'hui, c'est pas prêt complètement. Vous aurez accès toujours à ce compte-là. Juste n'appuyez pas sur soumettre la candidature. Comme ça vous permet de revenir quand vous voulez sur votre compte pour modifier des infos, rajouter ou enlever des documents. Et un petit conseil, vous avez oui jusqu'au 27 pour déposer la demande, mais je vous conseille personnellement de le faire avant. Et ne pas attendre en fait à la dernière heure. Une grande influence sur le site web à ce moment-là, puis on voudrait pas qu'un petit problème technique arrive. Par contre, si on voit qu'il y a peut-être une problématique qui se serait passée sur notre site web, sur notre intranet, évidemment qu'on va vous contacter puis qu'on va valider avec vous là, si c'était complet, si ça fonctionne. On a une question, en fait, 2 questions qui se recoupent. Comment on doit prendre rendez-vous pour avoir des conseils sur le plan financier, et puis est-ce qu'on augmente nos chances en participant à la clinique conseil? Bonne question, les 2. Alors, la première, en fait, elle a un lien avec la deuxième. C'est-à-dire, pour valider votre sommaire financier, vous avez 2 cas. Soit que vous avez pas encore déposé, à ce moment-là, je vous invite de venir à la clinique conseil. Soit que vous avez déjà déposé, et à ce moment-là, vous allez avoir un coup d'appel, un coup de fil de Marcos ou Denis pour vous rencontrer, et c'est là que vous allez recevoir un retour de leur part sur le sommaire financier.
Mais donc, on peut pas Mais prendre rendez-vous à l'avance avec un de nos conseillers pour vérifier votre plan d'affaires, vos bilans financiers. C'est que à la clinique conseil. Et puis, sinon, on peut vous répondre, peut vous envoyer des petits courriels, mais on prend pas de rendez-vous personnel parce qu'on finirait. Non, on pourra pas, en fait, on pourra pas en ce moment le faire. Par contre, si vous avez des questions pour remplir le sommaire financier ou une question par rapport au plan d'affaires, n'hésitez surtout pas à nous joindre par téléphone. N'attendez pas le 27, n'attendez pas nécessairement la clinique conseil, à moins que vous aimeriez avoir un retour du document comme tel de quelqu'un. Mais si vous avez de la difficulté à le remplir ou vous n'êtes pas sûr par rapport à une info, donnez-nous un coup de fil et on va être là aussi pour vous répondre, mais il n'y a pas de rencontre spécifique là-dessus. Et puis, est-ce que cette clinique conseil-là augmente nos chances de passer? Oui, en fait, il y en a plusieurs qui nous disent heureusement que je suis venue. Ça permet de savoir si vous êtes prêt ou pas pour déposer à cette ronde-là. Et si vous ne l'êtes pas, en fait, comment vous pouvez justement augmenter vos chances? Quels sont les aspects sur lesquels vous devriez travailler pour améliorer votre candidature? Donc, je vous dirais oui. Alors, juste vous inscrire rapidement. Je ne sais pas s'il nous reste de la place. Il reste de la place, mais il en reste quelques-unes. On verra augmenter au besoin si on sent que le besoin est très, très criant, très grand plutôt. Puis, mais faites vite pour vous inscrire. Voilà. Période de questions. Alors, si on a d'autres, n'hésitez pas. On est encore là avec vous une dizaine de minutes. Oui, tout à fait. On a une question. Il y a Sergio qui voulait savoir, attendez, comment se calcule le montant de la bourse? Alors, le montant de la bourse, il y a deux aspects. Il y a le 25% que Laurie avait mentionné au début. Donc, jusqu'à hauteur de 25% du coût de démarrage de la première année. Et puis, deuxièmement, c'est en fonction de la disponibilité du budget. Alors, chaque ronde, on reçoit plusieurs projets. Et sur les projets qui sont admissibles, on va voir aussi comment, en fait, disposer le budget sur les projets qui ont été acceptés. Donc, c'est ces deux cas de figure là. Et puis, Émilie nous demande si avec une inscription à la clinique conseil, elle peut venir avec une cofondatrice. Absolument. Vous pouvez venir deux associés si vous êtes deux ou trois. Juste mentionnez-le peut-être à l'inscription que sous la même entreprise, vous serez deux, pour qu'on compte pas les deux personnes comme deux entreprises. Oui, tout à fait. Donc, une inscription par entreprise, bien important parce qu'on veut desservir le plus d'entreprises possible. Mais à la rencontre, si vous êtes deux, si vous êtes trois, il n'y a pas de problème. Ça dérange pas. On va répondre à toutes vos questions. Tout à fait. Et puis, ensuite, on avait beaucoup de questions. Et on a répondu à plusieurs questions au fil du webinaire. Mais je crois qu'il y en a qu'on n'a peut-être pas bien répondu. Okay. Alors, n'hésitez pas à profiter des quelques minutes qui restent pour poser les différentes questions que vous avez. Il y a Erika qui nous demande, can you give more examples of R&D projects that are excluded? R&D projects are all excluded because as they are not ready to launch their product on the market, so they can't apply for the grants. So it's not the idea. It's not about which project is on R&D or not. It's about if the project is ready or not to be launched on the market. But we want to know what you did as the R&D phase. If we do want to know what happened. Absolutely. You do have to mention what you did during this period of time, and if the project or the product, if it's launched, if it's finished, if you still have to work on your product the coming months before starting officially the project. So yes, we do need to know
what's going on with this phase of your project. And I know, Erika, you asked if you were about the business model because you were before partnership and then you switched to incorporation. Maybe we can discuss that furthermore by email. What do you think now? Absolutely, absolutely. So, Erika, you changed if we were a business partnership and then switched to incorporation. That's a good question, Erika. Yeah, we need more to talk about it. So you can give me a call, and we can see if you can be eligible. Et puis, Christelle nous demande si elle est seule pour le moment à développer son projet, mais a l'intention de créer à moyen et long terme des emplois. Est-ce qu'elle est considérée comme travailleur autonome? Alors, pour le moment, juste pour bien comprendre, c'est Christelle? Christelle, oui. Alors, c'est quand, Christelle, moi, ce que je dirais, c'est à partir de quand vous vous donnez, en fait, le temps de créer ces emplois. Donc, si vous êtes aujourd'hui toute seule dans le projet, depuis combien de temps que vous êtes toute seule dans le projet? Et c'est à partir de là qu'on pourra voir est-ce que ça serait dans les 2 ou 3 prochaines années ou au-delà? Parce que vous avez quand même ce temps-là qu'on vous donne. OK, on a d'autres questions qui sont arrivées. Je suis associée avec une travailleuse autonome qui vend des produits qu'elle fabrique depuis des années à temps partiel. On vient d'envoyer notre demande pour enregistrer notre entreprise il y a 2 mois. Sommes-nous éligibles pour le critère d'existence de 12 mois? Ça encore, Pascal, c'est une question que je vous inviterai en fait à me soumettre en personne. Le côté, là, vous avez vraiment fusionné 2 activités où vous avez intégré plutôt l'entreprise de votre associé. Est-ce que vous êtes passé à une Inc? Est-ce que on parle de combien de ventes qu'elle a fait sous le chapeau de travailleur autonome? C'était plutôt artisanal un test de marché. Donc, il y a quelques questions auxquelles on peut, je pense, répondre par téléphone. Donc, Pascal, n'hésitez pas à m'appeler directement. Ah, c'est artisanal. OK, oui, pour artisanal. Alors, à ce moment-là, mais même encore là, c'est mieux de m'appeler Pascal, moi ou quelqu'un d'autre aussi de mon équipe, et on vous répondra d'une façon beaucoup plus personnalisée. Il y a également une question, ça bouge, ça rentre. Attendez, je la retrouve plus. We are a small business trying to expand. Are we still eligible? We are a music school. Tier. So it depends on. It's not about a small or big business for us. It's about the 12 months. If the company has started its activities 12 months or before or less, that's what we will be looking at. So the business, the music school can expand, but we will be looking at if the music school operations have started before 12 months or you are still within the 12 months. Mm-hmm. So that's more the element that will give you the chance to apply or not for the grant. On nous demande également, est-ce que chaque cofondateur doit avoir 35 ans ou moins au moment du dépôt ou de la réception de la réponse? Non, pas nécessairement. Si vous êtes par exemple 3 ou 4 cofondateurs, mais il y a qu'une personne, admettons, qui a 18-35 ans, qui répond à tous les critères, il faut que cette personne-là puisse avoir la majorité des parts. Donc, on parle de minimum 50%. Donc, on va donner un exemple très, très simple à comprendre. Si vous êtes 3 entrepreneurs, 3 cofondateurs, et puis vous avez chacun 33% des actions, c'est-à-dire que deux personnes doivent répondre à tous nos critères de sélection et non, lui répond à tel critère, lui répond à tel critère. Mm-hmm. C'est 50% des actionnaires. Des actions doivent être détenues par des gens qui sont admissibles. Qui répondent à tous les critères. Exactement.
On nous demande également combien de candidatures ou de demandes on reçoit annuellement. Alors, on reçoit annuellement environ 300 demandes et on retient 100, alors 50 qui reçoivent une bourse avec tous les services et 50 qui reçoivent la zone de service de 12 mois. Donc, c'est à peu près un taux de, pas de réussite, mais de concrétisation de 33%. Ouais, 33%. Donc, autant pour, et puis ensuite, ça se divise pour la bourse et puis pour la zone des services. La zone, exactement. Ouais. Est-ce que vous analyserez les activités de l'entreprise dans les semaines suivant le dépôt de la candidature? Par exemple, présence dans des événements pour des ventes, visibilité dans les médias sociaux. Absolument. Ça, c'est excellent. Mentionnez-le dans le plan d'affaires. Ça, c'est un peu la partie dont je parlais tout à l'heure. C'est les résultats à ce jour. Donc, ce que vous avez déjà réalisé et ce qui est à venir. Vous pouvez le mettre dans un tableau, dans le plan d'affaires. Je vous donne ça comme un exemple, mais vous pouvez le mettre sous la forme que vous préférez. Mais mentionnez en fait tout ce qui est à venir. Effectivement, ça donne aussi de la valeur à votre projet. Et puis, on a une question également. Est-ce que la forme juridique de l'entreprise doit nécessairement être une incorporation ou une société en nom collectif peut être acceptable? C'est une question, un choix stratégique afin de diminuer les dépenses. Tout à fait. Non, on comprend tout à fait qu'au début, il y a aussi, on veut contrôler le plus possible nos dépenses. Donc, non, l'incorporation, c'est pas une obligation. Vous pouvez être en société en nom collectif et puis que l'incorporation puisse arriver plus tard. Voilà, pour le moment, je crois qu'on a peut-être une question ici. Jamie. Oui. So we were talking about the music school, right? Yes. So now, if it's the music school has started its operation more than 12 months, you cannot apply. And when we talk about operations, we are talking about sales. So if you need to show us that you are making sales every month since at least 12 months. If it's more than 12 months, you cannot be eligible. And if within the 12 months, you did just 6 months of sales, so then you can apply. That's an example. Hope, Jamie, that you got the answer you are looking for. And if not, just give us a call. Maybe it's easier to explain that by a small chat, and we have more information about your situation, so we can help you a little more. Pour l'instant, je crois qu'on semble avoir répondu à toutes les questions. Il y en a eu beaucoup qui ont défilé, beaucoup qu'on a répondu au fur et à mesure. Donc, peut-être qu'il y en aura une ou deux qui se seront glissées, que j'aurai malheureusement manqué. Mais ne vous inquiétez pas, moi, je vais repasser à travers toutes vos questions ici. Je me rends compte qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. On prendra le temps là, de vous répondre. Et puis également, n'hésitez pas à nous contacter. Nos coordonnées sont sur notre site web, puis on est très disponible tout à fait pour vous répondre. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous durant l'heure du lunch. J'espère que vous avez pu prendre une petite bouchée. Sinon, allez-y. Question de passer une belle journée. Et puis, merci à tous et puis au plaisir.